Alors, on se retrouve avec Tam. Comment ça va, Tam? Je vais bien, ça va toi, Steve? Ça va super. T'es revenu d'un combat récemment, t'as eu une échéance en Alsace. Ouais, à Colmar. À Colmar. Alors, t'es un athlète d'origine de Saint-Étienne. Moi, ça fait 4-5 ans que j'ai la chance de te connaître. Donc, ton profil, je vais lancer le truc et puis tu complètes, tu rectifies si je m'égare. T'es déjà pro? Ouais, je suis combattant professionnel. En MMA? Ça. MMA, ouais. En MMA. Tout ça à l'âge de? Là, j'ai 24 ans, mais je vais dire que j'ai commencé à être pro 22, 21. Avant ça, j'ai fait quelques combats amateurs. Mais 22, 21 ans, c'est super précoce, ça, c'est tôt. Ouais, c'est tôt, mais... Surtout dans la catégorie où t'es. Ouais, poids lourd, c'est assez tôt. Mais bon, c'était un choix qu'on avait fait avec mon entraîneur. Donc, t'es un athlète d'ici, c'est ça? T'es de Saint-Étienne. D'origine, ouais. Moi, je sais que je t'ai rencontré pendant le confinement, pendant le coronavirus. Tu venais t'entraîner chez un ami en commun, Julien Denis. Ouais. Dans sa salle de CrossFit. C'est ça. Donc Julien qui était lui-même champion de France MMA. Ouais. Voilà, donc pendant le confinement, on s'entraînait à huis clos. En secret. À huis clos, secret, en mode clandestin. On était une poignée de Tchétchènes, majoritairement. Vous veniez lutter. Il faisait 2 degrés dans la salle. Ouais, mais il y avait la motive. Il y avait la motivation. Tu n'avais pas tout à fait la même condition physique d'ailleurs, au passage. Tu étais encore plus jeune. Mais tu as persévéré et tu as réussi à tirer un bout de carrière depuis, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Ouais, elle est loin d'être terminée, je pense. Et là, depuis les premiers temps où je t'ai vu là-bas, moi je te connais, donc j'accélère le truc. Je sais que tu as fait des sacrifices et tu as eu une application qui t'a amené jusqu'en Suède. Donc tu as été formé, si tu veux citer les gens qui t'ont accompagné. Oui, Yanis Shurfa, Hassanberg, ouais, qui est assez Fahem aussi de Arkham. Fahem, donc Yanis Shurfa, il t'a apporté tout ce qui est MMA. MMA, global, c'est ça? C'est le head coach. Head coach, d'accord. Tu peux nous expliquer ce que c'est un head coach? Parce que moi, je connais un petit peu l'MMA, mais pas plus que... Le head coach, c'est le coach principal. D'accord. C'est-à-dire celui qui dirige tout à peu près. Il était axé sur le MMA. Complémentairement, tu as travaillé beaucoup de sol, c'est ça? Oui, avec Fahem Larabi. Fahem, d'accord. C'est un grappleur. C'est un coach de grappling, de jiu-jitsu. Voilà, donc grappling, jiu-jitsu, tu peux nous expliquer? Jiu-jitsu, on parle bien du jiu-jitsu brésilien. Aujourd'hui, on ne précise plus, mais à la base, jiu-jitsu, c'est japonais. Ouais, mais là, aujourd'hui, quand on dit jiu-jitsu, c'est brésilien. C'est ça. Voilà. Et si ma mémoire est bonne, il s'agirait de la partie au sol du judo, le newaza. D'origine, je crois. D'origine, ouais. Judo, donc c'est un sport j'ai fait aussi également. J'ai fait du judo aussi pendant pas mal de temps, depuis que je suis arrivé en France, de 2017 jusqu'à 17 ans à peu près. Donc, tu arrives en France en 2017? Non, 2007, pardon. Tu arrives en France en 2007? Ouais, désolé. D'accord. Et tu es originaire de? Tchétchénie. Tchétchénie direct? Ouais. Ah, ok. Tu arrives en France, t'avais quel âge du coup? 7 ans à peu près. 7 ans. En Tchétchénie, donc c'est une terre de lutteurs, on m'a dit. Ouais. Une terre de combattants. Beaucoup de lutte, de sambo aussi? Lutte plutôt. Plus axé sur la lutte. D'accord. Mais maintenant, il y a d'autres sports qui se mettent en place, comme le sambo, la boxe. Des combattants dire si tu veux apprendre à lutter, va 2-3 ans. Ouais, dans les terres du Caucase. Tu reviens et c'est. Ouais, terre de Caucase, c'est ça? J'appelle ça comme ça, moi, les terres du Caucase. Et pourquoi là-bas vous avez cette prédilection pour ce sport spécifiquement? Après, il y a que lutte ou c'est lutte, judo, sambo? C'est surtout de la lutte, mais je crois qu'il y a d'autres sports aussi. Pourquoi ça fait très longtemps que j'étais pas. Et pourquoi autant de lutte là-bas? Parce que c'est un sport qui tombe. C'est un sport national, je pense, plutôt. Ouais, et cet engouement, il vient de quoi? Pourquoi là-bas, la lutte, plutôt que la boxe anglaise? Thaïlande, boxe thaï, boxe anglaise, comme son nom l'indique. Mais pourquoi, chez vous, en Tchétchénie, des lutteurs? Autant. Tu sais qu'il y a des boxeurs aussi. On va bien comprendre ici, tu sais. Ça intrigue un petit peu. Je sais pas, ça s'est fait, je pense que... Parce que tout le monde pratique la lutte et du coup, tous les enfants, ils veulent... Parce qu'on a aussi beaucoup de champions, tu vois. On a quelqu'un qui a été 3 fois champion olympique dans une catégorie assez dure. Je pense qu'il a inspiré beaucoup d'enfants à faire de la lutte aussi. Je sais pas si tu connais Saïtiev. Non, j'ai des lacunes dans ma culture générale sportive. Ouais. Bon, moi, c'est à travers vous, parce que j'ai la chance de fréquenter beaucoup de profils similaires aux tiens. Je dis bien, c'est une chance. Et j'ai remarqué que c'est quelque chose, c'est une identité qui fascinait en ce moment beaucoup, notamment dans le milieu du MMA, avec des marqueurs comme l'humilité, la persévérance, le côté rustique. C'est pour ça que j'en profite pour aborder le sujet. Donc ton profil de combattant, en fait, toi, c'est lutte, avec un passage de judo? Moi, c'est plutôt judoka, plutôt judoka. De base, parce que j'ai pas fait beaucoup de lutte, voire pratiquement jamais. J'ai fait 1 an de lutte quand j'étais petit, mais... Et donc tes bases en judo, elles t'ont amené à performer en MMA? On va dire ça, ouais. Mais moi, j'ai fait beaucoup de sport, et même si j'ai l'air un peu gros, mais j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait toujours du sport dans ma vie, surtout des sports de combat.
J'étais pas doué pour les autres sports déjà. Du judo, j'en ai fait 10 ans. Ensuite, j'ai fait la transition MMA vers 17-18. Et comment tu as réussi cette transition en MMA en passant du judo, qui est complet, mais vers le MMA qui l'est encore plus, et qui en plus ne comporte pas de textile, t'as pas de kimono. Cette transition, Et t'intègres des frappes en fait. J'ai été, on va dire, introduit au MMA par le biais d'un membre de ma famille, plusieurs membres de ma famille. J'avais notamment un oncle qui faisait du MMA à l'époque. D'ailleurs, j'en ai fait avec Yanis. Il a fait des combats pro aussi. Et comme ça que j'ai connu Nino. Bon, Yannis Chorfa, le fameux Yannis Chorfa, s'appelle également Nino pour les intimes. Voilà. Au moins, c'est éclairci. Ouais, c'est clair. On croit qu'on parle de deux personnes différentes. C'est comme ça que j'ai fait l'introduction au MMA. Petit à petit, ça s'est fait. Je me suis dit, je vais laisser un peu le judo de côté et essayer ce sport-là. Et ce que je voulais savoir, bon là tu l'as expliqué chronologiquement, mais comment tu as fait sur le plan purement sportif pour passer d'un sport de saisie, de projection, en kimono, pour te retrouver dans une cage où tu peux frapper, pied, poing, coup de genou, sans kimono, sans textile. C'est complètement différent quand même. Et comment tu as appris en fait? Comment tu as pu intégrer les différentes techniques? Parce que c'est un sport qui est complètement différent au final. Ouais, mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la bagarre, tu vois. Ah, donc un bagarre. Je suis pas un bagarre, mais j'aime me battre. Je suis pas un cherche-merde, tu vois. Excuse-moi du terme. T'es un combattant, t'es pas un bagarreur, voilà. T'es un combattant. Mais ce que j'ai toujours aimé, la bagarre, la compétition. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et surtout, je pense qu'il y avait un élément clé qui a fait que j'avais envie de beaucoup essayer le MMA. C'était je jouais à un jeu sur la Play, je jouais à un jeu d'UFC, tu vois. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas l'essayer dans la vraie vie. J'étais pas toujours régulier, tu vois, quand j'étais petit. Mais à partir de moment, il y a à peu près 2 ans, j'étais vraiment strict. J'ai décidé que j'allais faire que ça. Parce qu'avant, tu vois, quand t'es à l'école, quand t'es au lycée, quand t'es, on va dire, à la fac, avec le Covid, t'avais la tête un peu partout, tu vois. Mais le moment où j'ai décidé de faire que du MMA, j'ai dit que j'allais devenir pro et que je vais en faire un métier, etc. C'était à partir il y a 2 ans à peu près. Et ce déclic, tu l'as eu quand? Parce que je me voyais pas faire un métier autre chose que ça. Et à partir de... Enfin, qu'est-ce qui t'a fait dire un beau matin, j'ai ce qu'il faut en moi, j'ai le potentiel pour passer pro? Avec conviction. Parce qu'en finalement, tu as réussi, tu as concrétisé tout ça. Je me dis, en fait, il faut tenter sa chance. Tu vois, t'es jeune, t'as pas une vie de famille derrière toi, t'as pas... Donc, je préfère tenter ma chance que plus tard avoir des regrets, tu vois. Dans 10 ans, j'ai pas envie de me dire dans 15 ans, si seulement j'avais essayé, tu vois. Donc, je préfère tenter ma chance. Même s'il y en a beaucoup qui voulaient pas, qui étaient contre, tu vois, au début, qui ouvraient leur bouche. Mais moi, j'écoute pas et je tente ma chance. Et concrètement, ça a donné quel changement dans ta vie, quelle application? Beaucoup plus de sérieux déjà à l'entraînement. Beaucoup plus de rigueur. En volume d'entraînement, du coup, il y a eu un changement radical du jour au lendemain? Pas du jour au lendemain, mais petit à petit, ça s'est fait déjà. Je suis passé de, je vais à l'entraînement 1 fois par jour. Là, c'est à peu près 2 fois par jour en préparation. 2 entraînements par jour? Voire plus, des fois. Et en termes de récupération, de blessures, tout ça, ça allait? Même mentalement, ça allait? Ouais, ça allait mentalement. Ouais, t'as jamais saturé? Parce que j'aime ça, tu vois. Ouais, ok. Genre, après, des fois, il y a des jours qui sont durs, tu vois. T'es fatigué et tout, mais le plus important, c'est d'être motivé. Tout à l'heure, tu parlais de ton physique, qui est un physique qui vient de ta catégorie. Ouais, poids lourd. Voilà, t'es poids lourd. Mais moi, j'ai remarqué une grosse différence de physique. Quand je t'ai vu, t'avais pas tout à fait le même poids de corps, t'avais pas tout à fait la même ligne non plus, t'étais beaucoup moins athlétique. Donc finalement, en quelques années, et pas tant que ça, t'as muté, hein, tu t'es métamorphosé, quoi. Ça fait naturellement, je pense, tant que tu t'entraînes. Après, je suis pas quelqu'un que, genre, je me dis, ouais, il faut que j'ai un beau physique, tu vois. Moi, oui, t'as pas une démarche mon sport, c'est le MMA. Ouais. Et je dois performer. Après, je sais que c'est important d'avoir une bonne condition physique, etc. Ouais, c'est un peu le reflet de la santé, et puis ça te permet d'avoir des... Mais le plus important, c'est d'être bon dans la cage, tu vois. Toi, t'as misé donc sur le mental, du coup, pas avoir peur. Le mental, c'est ça. La persévérance, le mental. Tu peux nous détailler un petit peu, d'après toi, dans ton parcours, de ton point de vue? Parce que ton parcours, il est assez rapide, finalement, assez efficace. Les qualités avec lesquelles tu as pu percer? Je pense que c'est le mental, c'est le cœur. Parce que il y en a certains, tu vois, ils peuvent être champions du monde à l'entraînement, mais une fois que dans la cage, ils se décomposent. Et moi, au contraire, c'est pas pour me vendre ou pour être narcissique, mais j'aime ça quand je rentre dans la cage. Je me sens libre, en fait, tu vois. Donc, je me dis, je suis face à un homme qui veut se battre avec moi. Et comment cet homme se dit qu'il va me battre, tu vois. Et du coup, j'ai pas peur des coups, j'ai pas peur d'en donner. Et je me dis, en fait, c'est 15 minutes de bonheur, tu vois. Tu te donnes des coups, c'est légal. Et voilà, c'est comme ça. Bon, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est vraiment des fous, ils sont perchés, mais je partage tout à fait ta vision des choses et je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
En revanche, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à resituer ça. Est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire avec tes mots les sensations que tu as, même si c'est pas celles que quelqu'un d'autre aurait à ta place, parce que apparemment tu as l'air un petit peu à part là-dessus, mais qu'est-ce que tu ressens physiquement au niveau des émotions, des sensations, Quand je combats? du taux d'hormones quand tu arrives dans la cage? Est-ce que tu as de l'adrénaline? Est-ce Non. que tu as un stress positif, négatif, un taux d'agressivité qui monte? Parce que t'es pas sans savoir que tu as une image particulièrement positive. À chaque fois qu'on parle de toi, tu es quelqu'un de doux, gentil, respectueux, humble, calme, posé. Et là, ce que tu viens de dire, ça dénote un petit peu. Et quand on te voit dans la cage, effectivement, t'es pas une bête furieuse, mais t'es un combattant, t'es posé, t'es agressif et t'es combatif. Donc, qu'est-ce qui se passe en toi pour qu'il y ait ce petit mélange un petit peu détonnant? D'être si calme, si posé, et pour tout d'un coup sortir ce que tu viens de sortir. J'aime la bagarre, j'aime me battre, c'est légal, c'est que du bonheur, c'est la liberté. Je pense que Ça va pas avec l'image que tu dégages, ça surprend un petit peu en fait. Il y a plein de gens qui vont avoir cette impression aussi. je pense que on a tous un petit côté de folie, tu vois, en nous. Et donc pour toi, c'est l'espace où tu peux l'exprimer. Voilà, je l'exprime dans la cage. Au premier abord, les gens, tu vois, ils me voient quelqu'un de sage, timide. Introverti, réservé. Ouais. Je le suis, tu vois, mais peut-être pas avec tout le monde, mais je le suis en grande majorité avec les gens. Mais dans la cage, je pense que je me transforme. Et je suis pas au bout, tu vois, donc plus les combats avancent, plus je pense que je vais prendre du plaisir à combattre. Je pense aussi que c'est parce que je suis assez jeune que, tu vois, peut-être qu'au bout d'un moment, j'en aurai marre. J'espère pas, en tout cas. Et voilà, c'est pour ça. Je pense c'est surtout, on va dire, la fougue de la jeunesse, ils appellent ça. Je sais pas comment ils disent ça. Ils appellent ça, si c'est bien ce qui se passe en toi. Mais je pense que mais les expressions, elles existent, il n'y a pas de souci, mais moi, c'est tel que je te vois, j'ai l'impression que c'est plus comme un instinct. C'est comme ça change pas. Ouais, bon, moi, j'ai pas. T'as quel âge? T'as 24 ans maintenant. 24. On a quasiment le même âge, ouais. Mais j'ai quelques années de plus et c'est pas passé chez moi, tu vois. Donc en fait, je pense pas que ce soit que la fougue de la jeunesse, justement. Je pense que c'est aussi dans l'environnement où j'ai grandi, tu vois, genre mon entourage. Ouais, c'est culturel aussi, quelque part. Voilà. Cette combativité, elle est culturelle. Ouais. Alors après, il faut pas confondre agressivité et violence. Moi, non, je te perçois pas comme quelqu'un de violent. Non. Je te perçois comme quelqu'un de combatif et d'agressif dans ton espace combat. Voilà. Donc, et je pense, je vais dire que c'est surtout mon entourage là, qui a fait que je kiffe la bagarre. Tu vois, j'ai pas grandi dans une famille qui aime le foot, tu vois, par exemple. Sinon, je serais devenu footballeur. Et ça, on peut le rattacher directement avec tes origines, avec ton arrière-plan culturel. Voilà. Parce que chez les Tchétchènes, c'est beaucoup centré sur un homme, il doit être fort, il doit pouvoir défendre sa famille, il faut qu'il soit capable de se défendre. Du coup, on l'inscrit très tôt dans les sports de combat, tu vois. Ouais. Et ça, je suis ravi de l'entendre parce qu'aujourd'hui, les valeurs actuelles, elles ont tendance à dévier un petit peu. C'est de plus en plus rare et de moins en moins bien perçu. C'est plus vraiment assumé ce que tu viens de dire. Et par contre, je suis content de l'entendre aujourd'hui et que ce soit rappelé. Moi, je pense que c'est très important pour un homme de savoir se défendre, de pouvoir défendre sa famille, d'éviter une situation de honte, tu vois. Dans notre monde actuel, tu peux pas être faible. T'as pas le droit. Sinon, tu te feras marcher dessus. Tes enfants, ils se feront marcher dessus. Ta famille, elle sera marcher dessus. Donc, tu dois être fort. Pour moi, un homme, ça doit être quelqu'un de fort. Pas forcément fort avec les coups, tu vois, fort mentalement, intelligence, tu vois. Il y a plein de manières d'être fort. Ouais, la force, c'est pas la violence. Il suffit pas d'être juste, ouais, moi je tape tout le monde, venez vous battre avec moi pour être fort. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà. Donc c'est à travailler, tu vois. L'intelligence, c'est pas c'est de l'intelligence, c'est être fort, tu vois. T'as la force mentale. Après t'es pas. Savoir vivre. Ouais, t'es aussi perçu, ta communauté. Enfin, moi, les gens que je vois qui ont ton profil sont aussi perçus et réputés pour une grosse humilité, un grand respect. Un grand respect, très respectueux. Moi, en plus, c'est l'image que j'ai la chance de vous fréquenter. Alors, bon, quand je dis vous, on va mettre un nom sur les choses, c'est les Tchétchènes. Beaucoup de Tchétchènes. Voilà. Donc, des gens généralement que moi je vois, pieux, respectueux, persévérants, travailleurs, humbles. Donc, ces qualités transposées dans le sport, apparemment, ça marche. Ça marche très bien. Vous vous entraînez, vous persévérez, vous paradez pas, mais vous performez. Donc, on essaye du moins. Vous essayez. Pour revenir à ce que tu as dit, on parlait d'être fort. Et quand tu es quelqu'un tu sais te défendre, tu sais que
les gens ils savent que tu te feras pas marcher dessus, ben on vient pas t'embêter. Tu as beaucoup moins de soucis, tu vois. Ouais, t'es tranquille, tout à fait. Donc, T'as rien à prouver. voilà, exactement. Voilà. C'est pour ça que, genre, pour moi, c'est très important de savoir se défendre. Et peut-être qu'aujourd'hui, on le renie en disant, ouais, la violence, c'est de la violence. Ça n'apporte rien, mais moi, je suis pas d'accord. Parce que quand tu es fort, c'est une place, on va dire que c'est une sorte de sécurité. Tu vois. Et je te rassure tout de suite, je partage pleinement ton avis. Et le fameux on-dit, c'est un on-dit, je dirais même pas que c'est un on-dit aujourd'hui en France, en 2024. La force est mal perçue. C'est un pays où on encourage l'égalité, parfois discriminatoire, envers les personnes les plus fortes. Donc je pense pas qu'ailleurs ça se passe comme ça. La force reste une qualité. L'agressivité sportive et la combativité en sont toujours, même si aujourd'hui c'est moins bien perçu, parce qu'on a tendance à lisser moralement cette société, qui ressemble à ce qui ressemble aujourd'hui, et qui parfois devient dangereuse. Mais donc heureusement qu'il y a des espaces comme le MMA où on peut s'exprimer. T'as parlé Exactement. Voilà, tu peux t'exprimer à travers tes valeurs et canaliser tout ça. Et d'ailleurs, quelque chose qui vient confirmer ce que je dis, c'est l'engouement qu'il y a autour de ce sport. Ça masque, ça prend le dessus sur tout, quoi. Même sur l'anglaise. Quand il y a des grosses diffusions de combat, donc c'est que tout le monde s'y retrouve finalement. Ces valeurs qu'on essaie d'enlever et d'atténuer, et de faire mourir et d'asphyxier dans notre société, au final, les gens peuvent aller les retrouver et vont les chercher dans ton sport, à travers des profils comme le tien. Tu as conscience que ce qu'on vient de dire précédemment, c'est pas trop à la mode, c'est pas trop en vogue aujourd'hui. Ouais, dans la société là, publique, dans la rue. C'est pas trop ce qu'on met en avant, tu sais. Ouais. Combativité, force. On fait passer ça pour des valeurs un petit peu archaïques, machistes. Non, rien à voir. Voilà. Par contre, les gens, on a tendance à aseptiser la société. Mais du coup, ça marche pas parce que tout le monde va rechercher ça et c'est ce qui fait le succès du MMA aujourd'hui. On a ça en nous, on va le chercher, on l'assume, on n'en joue pas, hein, mais et donc on prend du plaisir à travers ce sport, à travers des profils comme le tien, qui réunissent des qualités qui font plaisir à voir. Et c'est pour ça que les gens sont heureux et qu'il y a un tel engouement autour de ton sport. Et puis c'est joli. Bon, après le MMA c'est un peu impressionnant parce que c'est violent. On voit des choses, quelqu'un qui s'est fait saboter comme je sais que le fameux BSD. Il y a moins de, on va dire, de blessures graves qu'au foot dans le MMA. Ouais, puis peut-être que parce que tu vois, rugby, foot, ouais, bien sûr. C'est pas un combat à mort, tu vois, forcément. Ouais, ouais. Il y a des règles. Par exemple, regarde BSD, il s'est fait arrêter quand son œil était plus fonctionnel. Ouais. Donc, avant que ce soit trop tard. Voilà, tu vois, il n'y a pas eu de liaison grave. Bien sûr, il aura quelques bleus. Ça va peut-être durer, on va dire, allez, 1 mois à récupérer, mais il y a moins de blessures, de blessures graves qu'en boxe ou bien en foot. Ou, tu vois, donc, je trouve aussi que... À premier abord, ça a l'air d'un sport violent. C'est un sport très calculateur, très intelligent aussi. Bien sûr, il y a des stratégies. Voilà, par exemple, quand tu combats dans ton coin, c'est-à-dire dans ton angle, là où tu vas, à chaque fois, tu te retrouves entre les rounds, voilà. Dans les temps morts, tu as plusieurs coachs. Exactement. Est-ce que tu vois, voilà, c'est à toi d'expliquer. Même moi, j'étais un peu surpris. Vous êtes combien? On est à peu près 3 personnes dans le coin. Ouais. Et là où c'est plus surprenant, alors je vais te dire, hein, hier j'ai parlé avec Anas, que tu connais, un ami à toi. Bien sûr. Voilà, Anas Azizoun, qui prendra ta place dans un podcast à venir. Donc j'ai découvert qu'il y avait le head coach, Yanis en l'occurrence, celui responsable de la Hassenbeck, de la lutte. La lutte, Hassenbeck, c'est ça. Hassenbeck. Et le Sol Fame. Ils étaient suffisamment intelligents et synchro et professionnels pour, en phase debout, laisser la parole au head coach. Dès que ça passait en phase lutte, c'était le coach responsable lutte. Et dès que ça finissait au sol, mais ça se faisait sans... Fame prenait la parole, mais sans transition, sans blocage, sans interruption. C'est dur de faire ça. Et ben, ouais. Il faut pas qu'il se laisse emporter par les émotions, tu vois. C'est ça, ouais, tout à fait. Imagine, tu vois, par exemple, ton élève, il est en train de se faire fracasser au sol. Tu peux rien dire et t'attends que, par exemple, Fahim parle, tu vois, par exemple. Il faut avoir confiance dans les capacités, les compétences réciproques de chacun dans son milieu, dans son domaine. Et apparemment, ça marche. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, ouais. Donc ça, je crois qu'on ne se rend pas bien compte de l'extérieur. On ne le soupçonne même pas. Et même, c'est super dur, je pense, pour un coach, par exemple, tu vois, à l'interronde, d'ajuster sa stratégie. De dire à l'élève, vas-y, maintenant, ça marche pas trop, on va plutôt être axé sur ça. Je pense que j'ai déjà fait le coup, tu vois, de quelques combattants. Et franchement, j'ai plus, on va dire, stressé
être mal à l'aise que comme moi j'étais dans la cage. Je sais pas pourquoi. D'accord. Ouais, il y a beaucoup d'informations qui doivent passer dans la tête de l'athlète, parce qu'il représente finalement en limite une équipe à lui tout seul. Pied-point, lutte, sol. C'est vrai qu'au final, on demande tellement de polyvalence à l'athlète. T'imagines, il faut juste 3 coachs. Bah, franchement, comme je t'ai dit, l'athlète, je pense qu'il stresse moins que les gens qui sont dans le coin. Moi, en tout cas, moi, ça me fait ça. Toi, ça te fait ça. Ouais. La dernière fois que j'étais dans le coin, c'était pour mon collègue de Suède, Oui. Mohamed. Et je te jure que j'ai plus stressé que quand lui combattait. Limite, j'avais envie de rentrer dans la cage et Ouais. tabasser le gars Parce avec que tu lui. vis ça à travers lui. Ouais. Que moi, quand je combattais, tu vois. Donc finalement, c'est pas un sport si individuel que ça. Ah, c'est Je fais un petit parallèle avec la muscu, parce que je viens plutôt de la salle. C'est pas un sport si solitaire, c'est un sport d'équipe, en fait. Ouais, c'est quasiment un sport collectif. On travaille à plusieurs, on vit ça à plusieurs, on se conseille, on se soutient, notamment mentalement, quoi. Il faut toujours quelqu'un pour ton sparring, il faut des partenaires d'entraînement. Bien sûr. Donc c'est pas si individualiste que ça. Et là, on va en arriver. J'aimerais qu'on parle de la Suède. La Suède. Ton parcours qui t'a amené à te retrouver en Suède, avec qui tu m'as bluffé parce que tu as eu l'occasion de tourner, avec Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev. Ouais. Alors ça, c'est un truc assez fou, ça fait rêver. Ouais. C'était comment? Tu veux savoir comment je suis arrivé en Suède au début? Ouais, la totale. Bah, là, bien synthétisé. En fait, je cherchais un camp d'entraînement et je t'avoue que j'avais pas trop de contact en Suède. Un camp d'entraînement, du coup? Ouais, pour la préparation d'un combat. C'était la fin de l'été, je me suis dit, vas-y, pour me remettre bien en forme. Enfin, j'étais déjà en forme, tu vois, mais je vais faire un camp d'entraînement, je vais changer un peu d'ambiance, pouvoir commencer ailleurs. Oui, parce que tu as la particularité d'aimer le sucre. D'aimer le sucre. Moi, j'ai entendu qu'il fallait que tu changes d'environnement, de milieu, de contexte pour être plus. Voilà. En fait, il te faut de l'inconfort. Voilà. C'est ça en gros. Hein. Parce que moi, j'ai remarqué que chaque fois que je reviens sur Saint-Etienne, tu vois, je suis pas. C'est jamais bon pour un homme d'être dans le confort. Ouais. Ma mère, elle me prépare la bouffe. Le soir, je dors chez moi. Du coup, tu deviens feignant. Moi, je trouve que c'est comme ça. Parce que nous, on sait des mœurs douces font des hommes faibles. Ouais, donc c'est ça. Donc moi, je t'ai vu, on s'est appelé en visio, on a échangé pendant tes passages en Suède. Donc tu es en Suède une bonne partie de l'année, enfin surtout dernièrement, où tu tournais avec Chimaev. Et c'était c'était rudimentaire, c'était spartiate. Ouais, alors, je te voyais, je fais il doit dépenser mentalement beaucoup d'énergie là-dedans. J'espère qu'il en reviendra. Ah, mais je crois que je t'avais envoyé des vidéos quand je. Ouais, puis on s'est appelé. On s'est appelé à la salle, tout ça. J'ai vu tes conditions de vie. Donc c'est vraiment, il fallait le vouloir. Donc un peu d'inconfort pour des conditions et un entraînement plus rustique. Et donc un meilleur conditionnement. Ouais. Et ça a porté ses fruits? Pour l'instant, ça va. Ouais. Ça commence tout doucement à porter ses fruits. Tu as tourné avec Chimaev, par exemple, entre autres, parce que c'est les gens qui visionneront la caméra, les vidéos, c'est le nom qu'ils connaîtront la plupart. D'avoir tourné avec lui, c'était comment? Ça t'a apporté quoi? Tu veux que je te raconte au début comment je l'ai rencontré? Ouais, ce serait intéressant, je pense. Je suis arrivé en Suède, tu vois, je connaissais personne. Je suis arrivé dans la salle. Eux, tu vois, l'équipe principale, elles étaient aux États-Unis pour le combat de Khamzat contre Hollande. C'était à cette époque-là. Donc, je me présente à l'accueil, je dis, ouais, je suis combattant pro. Après, je m'étais renseigné auprès de quelques personnes qui sont déjà parties. Et eux ne te connaissaient pas? En Suède, non, ils ne me connaissaient pas. J'avais prévenu personne d'ailleurs. J'avais juste envoyé un message au manager du club là-bas, mais il m'avait pas répondu. Je pense qu'il était assez occupé avec la Fight Week. Et j'arrive, je me présente, je dis ouais, je suis un combattant et tout. Je fais mes entraînements de mon côté, tu vois, je connais pas beaucoup. 2 semaines sont passées, 1 semaine sont passées, ils sont revenus des États-Unis. Tu vois, elle est de la même origine que moi, tu vois, quand deux Tchétchènes se rencontrent, ils discutent. Il y a un rapport de. C'est toujours comme ça. Parce qu'on n'est pas beaucoup et toujours quand je vois un Tchétchène, je vais lui parler, tu vois. Donc je le vois arriver à la salle, du coup je vais lui dire bonjour. Mais moi, il y a un problème, c'est que tu vois, comme j'ai grandi en France, genre mon dialecte, il est pas ouf. Je sais pas comment t'expliquer. Du coup, j'essaie de lui parler et tout, mais je t'avoue que je comprenais rien ce qu'il me disait aussi en retour. Que lui aussi, il ne comprenait pas trop mon dialecte, ma façon de parler, parce que, comme je t'ai dit, moi j'ai un accent et que j'ai pas grandi là-bas, du coup je sais pas très bien. Enfin, je sais parler, tu vois, mais pas aussi bien que. Il descend de la salle, il descend des escaliers, je le vois, je lui dis bonjour et tout. Et le lendemain matin, on s'entraîne ensemble. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et l'entraînement, ça donnait quoi alors? Khamzat Ouais, c'est une bête à l'entraînement, je vais pas te mentir.
Parce que vous n'êtes pas non plus la même catégorie. Non, non, non. Il y a combien d'écart entre vous? Il y a 3-4 catégories, je crois, d'écart. Et t'as tourné avec, donc? 2 catégories. Maintenant, 2 catégories, ouais. Et au sparring, c'était comment? Parce qu'il a quel niveau? Tout le monde l'aura peut-être pas en tête. Hamzat? Ouais. C'est un top mondial, tu vois, donc... dans les 10 des meilleurs combattants, je crois, actuellement. Et donc, quand t'as tourné avec un top mondial, ça donnait quoi? Je vais pas parler des sparring, mais je t'assure que c'était très, très dur. Genre, au niveau intelligence de combat aussi, sa façon de lutter aussi, je pense qu'il est programmé comme un robot quand il s'agit de lutter contre la cage, etc. Quand je l'ai vu, déjà, il revenait des États-Unis après un combat, je le voyais le lendemain, il était à l'entraînement, tu vois. Beau travailleur, alors? Ouais, bosseur. Beau travailleur. Intelligence de combat? Contre la cage et tout, je pense que c'est l'un des meilleurs au monde. Contre la cage, c'est vraiment l'un des meilleurs. Dans les premiers entraînements, je le voyais tourner avec un poids lourd, d'une bonne orga, et un lourd léger d'une bonne orga, l'UFC Bellator. Et lui, à ce moment-là, il combattait dans la KTD 84-77. Et quand je voyais comme il était à l'aise avec eux, genre, il avait l'avantage. Mais d'une facilité, tu vois, genre, il s'amusait. Je me disais, ah ouais, c'est qui ce mec qui s'amuse avec des poids lourds, il les jette sur la tête. Je me dis, oh. Et je me suis compris qu'en fait, il a bossé très dur, tu vois, pour en arriver là, à ce niveau-là, plus que les autres. Parce que t'as l'inné, t'as l'acquis, donc lui, apparemment, c'est le travail, quoi. Tu vois, le entraînement de sac d'Andreas, il était à 9h. Bah, à 8h, il courait déjà sur le tapis, tu vois. Donc après, on fait 1 heure de sac. Ensuite, il y a le cours en commun à 10h. Ça lui fait déjà 3 séances. Ouais. Et le soir, tu le voyais, il faisait sa séance. Il travaillait plus que les autres à ce moment-là. Il récupère bien, parce que des fois, tu tombes sur entraînement. Mais ce gros volume d'entraînement, il était capable de l'encaisser. Je pense que son corps, il s'est déjà habitué à travailler dur. Donc, Et humainement, il est comment, ce gars? En termes que, en gros, partenaire de travail, parce que c'est son taf, quoi. Bah, il est respectueux. Genre, il est respectueux, avec moi, il a toujours été respectueux, tu vois. Il m'a aidé si j'avais besoin de technique ou bien que j'avais besoin de quelque chose. Il transmet quand même. Ouais. Ouais, t'as un échange ouais, où il est fermé, focus un petit peu à l'entraînement, parce que c'est une sacrée pointure. Je sais que... Quand tu t'entraînes à son contact, je sais pas si on peut imaginer ce que ça peut donner, en tout cas pas pour nous, quoi. Donc il y a eu cette occasion, cette opportunité. Ouais. Quand t'es au contact c'est une légende un peu, pour beaucoup, tu sais, c'est un grand nom. Donc quand t'es au contact d'une telle personne à l'entraînement, ça donne quoi en fait? Bah, t'as envie de travailler dur comme lui, tu vois. Donc il y a certains éléments dans une équipe qui font que soit tu baisses de niveau, soit tu montes. Bah, avec lui, tu peux que progresser, tu vois. Ouais. Franchement, ça m'a apporté beaucoup, je pense, d'entraîner avec lui, d'échanger avec lui, de combattre, de faire on va dire, des sessions sparring avec lui. J'ai vu le MMA d'une autre manière, tu vois. Que... D'accord. Et la différence de vision que tu as aujourd'hui, quand tu dis j'ai vu le MMA d'une autre manière, la modification, c'était quoi? C'était sur ma façon de m'entraîner. Parce que là, ce que tu vas nous dire, c'est transposable dans tous les sports, dans toutes les disciplines. Même extra-sportif. Bah, le truc, c'est qu'avec lui, j'ai remarqué que le travail, il prime surtout. Après, il y a une façon de travailler, tu vois, il faut travailler intelligemment. Ouais. Mais t'as rien sans rien, tu vois, il faut que tu bosses. Il n'y a pas que le volume de travail. Ouais, il faut que tu bosses. Il y a également une intelligence de travail. Ouais. Beaucoup de techniques, tout ce qui est contre la cage. Techniquement, il était au-dessus. On va dire que le travail, il prime surtout. Pour moi, en tout cas, maintenant. Donc en fait, il t'a fait prendre encore plus conscience de l'importance du travail. C'est ça. Des efforts, des sacrifices. Qu'il fallait faire. Que, en gros, lui, tu vois, il bosse dur. Ouais. Et du coup, ça a fini par payer et ça paye encore, j'espère pour lui. Ouais. Donc le travail paye toujours. Et genre, tu le vois, donc, dès que tu vois, il peut être gentil et tout, mais une fois arrivé à la salle, et il fait son boulot, tu vois. Ouais, à la salle, tu retrouves le côté pro, surtout à l'entraînement direct, c'est un travail, quoi. Voilà, surtout côté sparring. Déjà, tu vois, dans la nouvelle salle, il y a la cage. Lors des sparring, il faisait son échauffement, il montait dans la cage direct, tu vois. Il n'avait pas le temps. Ouais, il mangeait direct, il a direct à l'essentiel, quoi. Voilà. Ouais. C'est important parce que là, à travers ce que tu viens de dire, on redéfinit un peu la notion de travail, dont déjà tu as sport, volume d'entraînement, dans laquelle moi j'y verrais un petit peu la case travail. Mais travail, il ne faut pas confondre le volume de travail qui t'amène dans le surentraînement, dans la lassitude, dans la blessure physique, même morale, dans la démotivation. Le travail, ça doit être quelque chose en fait de transcendant, qui doit avoir un but, un objectif. Le travail, il faut qu'il soit intelligent pour te permettre de performer, en fait. Parce que si tu mets pas de stratégie dans ton travail, s'il n'est pas structuré, finalement, c'est qu'un volume qui, pour moi, conduit au surentraînement. Le travail, c'est quelque chose qui doit être dynamique dans son organisation et dans ce qu'il t'apporte. Ça doit être une évolution, une stratégie. La stratégie, je pense, c'est surtout les coachs, les préparateurs physiques qui la mettent en place, tu vois. L'athlète, il est surtout censé bosser. Après, bien sûr, c'est important qu'il suive à la lettre le plan, tu vois. Ouais, donc il faut un plan, il faut une planification, il faut une organisation. Voilà. Chaque club a sa planification.
son école, tu vois, c'est différentes écoles. Sa manière de travailler, c'est différent à chacun. Et donc cette planification, c'est ce que je suis content de te l'entendre dire, parce que ce que nous on applique aussi un petit peu. Nous, notre travail ici à Bergson Nutrition, et notamment à travers toi, en phase préparatoire au combat, et puis même un peu aussi sur l'année, de manière générale, c'est une planification. On planifie, moi je suis préparateur, je planifie beaucoup de plans d'entraînement, je périodise, je planifie. Il n'y a rien d'aléatoire. Ce qui est vrai chez vous, c'est vrai chez nous, et également de notre côté, à travers vous, quand on vient intervenir dans ton domaine, dans ton secteur. Et nous, à travers toi, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu sur parce que vous, des combattants, on l'a vu, striking, lutte, JJB, sol, ok, cardio, renforcement musculaire. On a pu échanger sur le renforcement musculaire, toi et moi. On a été plus spécifique dans notre collaboration sur la diète, les compléments alimentaires, la récupération. Donc là aussi, tu avais une forme d'organisation, de planification. C'était du travail, c'était le nôtre. Et c'est là où on a collaboré, toi et moi. Donc ici à Bergson, c'est ce qu'on suit les athlètes comme toi, de profil comme le tien. Bon, après, ce que tu avais dit, c'était particulièrement intéressant. Ça sort un petit peu de l'ordinaire et ça peut en inspirer plus d'un. On rejoint là-dessus le volet mental, physique, récupération, la prévention des blessures, la performance, la prise de masse musculaire, de la perte de poids quand elle n'est pas utile, quand elle est encombrante, pour optimiser ta condition physique. Là-dessus, on a eu plusieurs échéances. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse ensemble. Non, ça fait plus d'1 an. Plus d'1 an, ouais. Tu peux nous donner ton point de vue sur ton ressenti, sur ce que ça t'a apporté, moi, en précisant d'entrée de jeu qu'on est propre. Oui, bah oui. On est hors dopage, total, 100%. Donc ça, c'est... Des fois, tu as des gens qui vont être sceptiques ou qui vont avoir... Il y a un petit amalgame, un petit sous-entendu, tu sais. Donc nous, on a été propre à 100%. Bah oui. Et donc, ton souci sur ton profil, c'était la perte de poids. L'alimentation et l'alimentation, la gestion de l'alimentation, ouais. Voilà, du coup, gestion de l'alimentation. Surtout avec Bergson Nutrition, on a bossé sur le plan alimentaire, sur la récup et sur la perte de poids. Parce que moi, on va dire que c'est mon talon d'Achille, tu vois, la nourriture. Je suis un bon vivant, on va dire. Ouais. Ouais, c'est ce qui se comprend. En plus, tu as une grosse dépense calorique. Ouais. C'est tellement rustique ce que tu fais que ça t'apporte un peu de réconfort, j'imagine. En plus, être contraignant sur le plan alimentaire, ça fait vraiment une vie spartiate. Au fur et à mesure, j'apprends toujours de mieux recadrer, tu vois, ce que je mange, que ça a une influence sur l'entraînement, sur la qualité de l'entraînement, sur le repos. Ouais, tu as vraiment ressenti ça, cette différence? Franchement, j'ai commencé à le ressentir dès le début. Quand je commence à utiliser, on va dire, les compléments alimentaires qui m'ont été conseillés par Bergson Nutrition. Déjà sur le plan sommeil, certains vont dire non, mais c'est impossible de le ressentir. Mais moi, je l'ai ressenti, par exemple, avec le magnésium. Ouais. Tu vois, genre... Du coup, magnésium, un peu ashwagandha aussi, peut-être? Moi, au début, c'était surtout un magnésium. Magnésium, d'accord. Genre, avant de dormir, tu prends le magnésium le matin, tu te réveilles, t'es en forme. Ok. Avec aussi... j'ai pas le nom en tête, mais je crois que c'est l'huile de poisson, comme on appelait ça. Les oméga. Ouais, les oméga 3. Mais tu l'as eu également, toi, je me rappelle, la version... c'est en anglais. Fish oil. Fish oil, c'est la nouvelle version du foie de morue, l'huile de foie de morue en soft gel. C'est des oméga 3, en fait. Voilà. Des oméga 3. Voilà, ouais, ça, tu l'as ressenti également. Exactement. Sur la qualité de ta récupération. Sur la qualité du sommeil aussi. Et du sommeil, d'accord. Sur l'énergie tout au long avec les vitamines aussi, tout au long de l'entraînement. Le sommeil qui est primordial chez vous, parce qu'en fait, c'est régularisation du taux hormonal, récupération. La récupération, ça veut dire quoi en fait? Reconstruction de tes tissus, recharge hormonale, système nerveux qui se réinitialise. Donc c'est super important. Si tu as une mauvaise qualité de sommeil, un sommeil qui n'est pas assez profond, tu récupères pas. Ça finit avec une stagnation, voire des blessures, perte de motivation. Logique. Donc qualité du sommeil, c'est important. Et apparemment, juste avec toi, du magnésium et les oméga 3, on avait déjà fait une différence là-dessus. Les différentes vitamines aussi, ça fait la diff. Les vitamines, les minéraux, tout à fait. Ouais. Et j'ai aussi remarqué une baisse des blessures, tu vois, beaucoup. Moins de blessures, ouais. Vraiment, genre... Après, il y avait aussi la perte de poids, parce que ensemble, on a perdu on a travaillé sur ton physique. Ouais, on a perdu à peu près, là, pour l'instant, on a perdu 10-15 kilos. 10-15 kilos, tu as l'air beaucoup plus athlétique. Ouais, aussi. Donc, je pense qu'on a perdu 10-15 kilos. Mais c'est pas fini, je pense. C'est pas fini, exactement, c'est pas fini. Tu t'entraînes dur. Mais dans les 10-15 kilos, il n'y a pas eu que ça. Moi, je pense qu'on a pris de la masse musculaire. Ouais, tout le monde me dit, genre, j'ai pris un peu beaucoup plus athlétique. Ouais. Ça se voit. Ça se voit. Donc, je pense que sur la balance, il y a une différence de 10-15 kilos. Mais qu'en masse grasse, on a peut-être perdu plus. On a peut-être perdu une vingtaine et pris 5 de muscles. Parce que tu as une silhouette complètement différente. Tu dois le ressentir dans tes performances, d'ailleurs. Ouais,
contre, j'ai remarqué que plus je combats, plus j'ai une meilleure façon de respirer, tu vois. Une meilleure cardio. C'est ça. D'accord. Une meilleure qualité athlétique. Comme quoi, avec finalement, ce qui pourrait être peu de choses, on a réussi à performer à un niveau assez sérieux, assez élevé, dans un sport très contraignant. Donc les compléments alimentaires, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. T'attribuerais plus, est-ce que tu pourrais faire un ratio en termes d'apport, de bénéfices entre la diète, c'est-à-dire le plan alimentaire, et la complémentation, c'est-à-dire les choses auxquelles on a eu recours pour renforcer et rendre plus efficace ton plan alimentaire? Je te mens pas, j'ai senti là une vraie différence à partir du moment où je commençais à prendre les compléments sérieusement, tu vois. C'est vrai que ça n'existe pas pour rien, on a de la chance aujourd'hui en 2024. Ouais. Genre, je me disais, même sur le plan récup, tu vois, le matin, tu te réveilles, tu te sens en forme. Vraiment, tu as vraiment senti une différence? Ouais. Franchement. D'accord. Donc, pour info, parce qu'il y a des gens qui vont regarder ce podcast, il faut qu'ils puissent en retirer quand même le bénéfice de quelques informations. Il y en a beaucoup qui sont fans de ton profil, mais il faudrait dire que pour ceux qui suivent Tam et qui ont apprécié sa progression, Tam, toi, on t'a suivi, on t'a complété sur le plan alimentaire à coup de Tribulus, stéroïde végétal pour booster ton taux de testostérone naturel, c'est légal. Un complexe vitamines et minéraux, forcément, pour pas que t'aies de carence. T'as eu un peu de protéines aussi? De la whey, je crois. De la whey, voilà. Une base de carnitine. Ouais. Parce qu'on devait faire une perte pour sécher, tout à fait, parce qu'il fallait perdre quelques kilos, on en a perdu quelques dizaines. Voilà. Ça apporte également un bénéfice, ça ouvrait une nouvelle filière énergétique à l'entraînement. Est-ce que tu l'as senti? Avec la carnitine? Oui. À l'entraînement, est-ce que tu as senti que tu avais plus de... Je sais pas si c'était en rapport, mais j'ai senti que je transpirais beaucoup plus à l'entraînement. Alors beaucoup plus, ça vient de la thermogénèse. On t'avait mis aussi pour accentuer la perte de l'amino-énergie zéro. Voilà. C'est-à-dire c'était un stack acide aminé EAA, donc de protéines en gros. Comme ça m'a donné l'énergie pendant les... Voilà, les électrolytes, les minéraux que tu perds, les 6 électrolytes. Et dedans, tu avais des molécules boostantes, des caféines, bétalanine, taurine, tout ça. Donc tout ça, ça a eu un réel impact dans tes séances. Surtout l'acide amino. Le A, Le A, ça, j'ai commencé à le prendre genre lors du prochain combat. Enfin, pas le premier combat quand on bossait sur ça, mais l'autre combat, j'ai commencé à le prendre pendant les entraînements, tu m'avais dit. Ouais. Prends-le pendant les entraînements. Ouais. Et je remarquais que j'avais une meilleure énergie. Donc meilleure énergie, meilleure récup, perte de poids, meilleur cardio, amélioration de la qualité de sommeil, avec tout ce que ça entraîne, récupération, taux hormonal, prévention, moins de blessures. Ouais. Tu as beaucoup tourné au collagène aussi? Collagène et magnésium. Et magnésium aussi. Et magnésium, ouais. Et le collagène, tu l'as senti le collagène? Parce que dans ton sport, c'est spécifique. Moi, les combattants, j'ai beaucoup de personnes du MMA. Il y a des choses que j'aime bien leur mettre. Bon, la carnitine, c'est parce que toi, il fallait perdre un peu de poids. D'accord? Voilà, pour ta catégorie, pour te rendre un peu plus performant. Mais généralement, le stack de base chez le combattant, en MMA, c'est collagène. Et moi, j'aime bien mettre le EAA, parce que ça vient entretenir, fixer la masse musculaire. Mais surtout, le collagène. Le collagène, pourquoi? Parce que c'est un sport super traumatisant. Même si vous connaissez parfois moins que dans d'autres sports. Voilà, les cartilages, les fameuses oreilles en chou-fleur, par exemple. Les cartilages qui pètent, qui se reconstruisent, qui pètent. On est d'accord, c'est ça? Les frictions, les chocs, le sol. Ouais. Tout ça, ça demande à ton corps des matériaux. C'est directement le collagène. Si ça se passe sur les oreilles, on en parle parce que ça se voit, tant même qu'ils aiment bien. C'est pas esthétique, mais ça devient limite à la mode. Ouais. Voilà. C'est vrai. C'est qu'à un moment, je voulais avoir les oreilles cassées. Ouais. Jusqu'à 2-3 mois avant. Ça t'est passé? Non, des fois j'ai encore envie d'avoir les oreilles cassées. Ça va venir, c'est parce qu'il y a plus joli, mais ça veut dire ça c'est un signe, hein, c'est une marque de. Moi elle se casse pas. Elle se casse pas. Pourquoi? Parce que tu as un bon collagène. Ouais, je pense. Parce que tu es chez nous, on a mis tout ce qu'il fallait pour que tu sois en bonne santé, que tu aies des tissus qui régénèrent bien. Et les oméga 3, ça t'a permis aussi de lubrifier ça aussi, ça contribue à la santé articulaire. Donc oméga 3, collagène et les amino-énergie zéro, plus la carnitine dans ton cas, c'est ce qui t'a rendu le plus service, quoi. C'est ça. Le magnésium aussi. Magnésium, ouais, c'est vrai. Magnésium pour la récupération. Exactement. Et un coup de Tribulus, comme on met souvent. Donc ouais, généralement, c'est ce que je mets chez les combattants. Tribulus, tu m'avais dit d'en prendre le soir aussi. Ouais, le soir. Mais j'en prenais surtout le matin. Le soir, quand j'en prends, je remarquais, je pense que ça ne va pas être qu'avec moi, mais j'avais beaucoup trop d'énergie. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais pété trop la forme. Du coup, tu t'entraînais le soir? Ouais. Tu prenais les amino-énergie zéro? Ouais, mais tu m'as dit d'arrêter un moment. Ouais, je pense que c'était les caféines qu'il y avait dedans. Bon, bah écoute, tout ce qu'on a mis en place, ça a bien marché. Bon, bah Tam, je te remercie. Merci pour ta confiance. Merci de nous avoir confié ton parcours sportif. Puis, de toute façon, c'est pas terminé. Je pense qu'on a encore du taf devant nous et des échéances à planifier et à accomplir. Surtout, merci à vous, Steve, et l'équipe Berxa Nutrition. Je pense que vous êtes un membre très important dans mon staff technique. Enfin, technique,
Tu as compris le mot technique. Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est de notre point de vue, c'est ce qu'on t'apporte. Ça. Pour l'instant, c'est que du positif. On remarque un changement et c'est pas fini. Je pense qu'on est. C'est pas fini. Nous, on continue de te suivre et puis les personnes qui nous suivent, je pense à travers nous, elles ont des attentes. Des attentes, on va voir jusqu'où on peut aller, quoi. Et quels objectifs on va être capable, on va être en mesure de réaliser. Voilà.